Bonjour, donc moi je vais vous parler des spécificités des enjeux éducatifs relationnels de l'enfant au potentiel. Je vais vous cacher plus fort. Donc la scolarité doit constituer peut-être un problème ou un casse-tête, peut-être que au quotidien en tant que parent, peut-être même en tant qu'enseignant, est épuisant. Vous avez l'impression que ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous oscillez peut-être entre la fierté quand vous êtes parent d'avoir un enfant qui a le potentiel, si vous le savez, ou des inquiétudes. Peut-être que malgré les efforts, vous arrivez parfois à une certaine limite de saturation, qui sera parlé. Et parfois la compréhension de votre enfant vous fait défaut, ou en tout cas atteint ses limites. Et c'est vrai que ça peut être assez pénible à vivre. Et puis, peut-être aussi, là en tant que parent ou en tant qu'enseignant professionnel, vous pouvez être tiraillé entre le désir de protéger la tentative de faire en sorte qu'il soit comme les autres, et ça fera partie aussi des points que nous aborderons. Alors, si vous vivez tout ça, vous pouvez, presque la plupart des parents d'enfants à haut potentiel vivent. Nous allons voir dans cette conférence les spécificités de l'enfant à haut potentiel. Nous allons voir les risques. Je vais essayer d'être un peu plus rapide sur certains points qui ont déjà été abordés. Les problématiques comportementales, je m'attarderai aussi sur les problématiques relationnelles. On parlera également du dispositif, des pistes de soutien, d'accompagnement et la dimension familiale et dimension scolaire. On va attendre l'échange à la fin de cette présentation. Donc, je suis psychologue de la famille, je m'appelle Colin Falutin et mon travail c'est d'accompagner les familles. On va dire que j'ai une double activité qui m'amène à la fois à accompagner au quotidien les familles, les parents, les enfants, et puis à aussi informer, outiller, qui donc apporte diffuse et l'information et de la formation autour des outils des bonnes pratiques en éducation dans le domaine relationnel et de la dimension familiale. Commençons par les spécificités et les besoins de l'enfant à haut potentiel. Ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que justement la communauté développementale, c'est important de rappeler qu'en fait l'enfant à haut potentiel, avant d'être un enfant à haut potentiel, c'est un enfant. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, d'abord le développement, c'est un programme génétique qui se développe de manière automatique et qui est le même programme, sauf qu'il ne va pas forcément se développer ni à la même allure, ni de la même manière. Donc ces enfants sont des enfants qui ont des besoins identiques à tous les autres enfants. Mais on va le voir effectivement que parfois ça va se faire de façon désharmonieuse ou parfois excessive par rapport à certains sujets. Le deuxième point, donc, c'est la question du rythme de développement, la vitesse de développement, qui peut, dans certains cas, en fait, être différente. C'est-à-dire que dans le développement, c'est un grand domaine, le développement de l'enfant, qui est constitué, on va dire, de sous-domaines. Et dans ces sous-domaines, il y a des domaines qui vont développer plus vite que d'autres. C'est vrai pour tout le monde. On n'a pas le même rythme de développement dans tous les sous-domaines de notre développement, mais pour certains, il y a un décalage qui est beaucoup plus important. Et je vous en parle parce que c'est particulièrement le cas pour les enfants à haut potentiel. Alors bien sûr, il y a la question de la maturité, on pourra en parler également. C'est qu'en fait, on associe souvent le fait de ne pas forcément être dans la norme, on en a parlé un peu tout à l'heure, développementale. On va considérer que du coup, il n'y a pas la maturité suffisante. D'ailleurs, c'est un sujet qui revient souvent. Par exemple, quand il s'agit de se poser la question de savoir si le saut de classe est pertinent ou pas, cette notion de maturité revient. Et je dirais à juste titre, dans la mesure où effectivement, il y a des questions qui vont se poser à ce titre-là, notamment par rapport à ce qu'on appelle la maturité affective et sociale, la maturité émotionnelle. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui peut être du coup scolarisé de niveau au-dessus de son niveau de classe normal, mais ne pas forcément avoir l'autonomie, par exemple, être au collège et qui a une organisation qui suppose pour les enfants d'avoir
dans les divisions, une organisation entre les cours avec une manière très cloisonnée finalement de vivre les apprentissages. Et cet enfant va parfois avoir des difficultés en termes d'organisation. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais que ça peut avoir un rapport avec un rythme de développement qui n'est pas encore acquis, puisque le collège ne fonctionne pas de la même manière que le niveau primaire. C'est un exemple parmi d'autres. Alors sur ce thème-là, je pense qu'on a été, il y a déjà eu beaucoup d'informations, je passe assez rapidement. Redire qu'effectivement le potentiel va concerner un nombre finalement très mince de la population et ça crée, comme on l'a dit tout à l'heure, un décalage très important, que bien sûr la question du QI, du quotient intellectuel est posée, et que dans ce QI, effectivement, on va voir que dans la manière d'appréhender l'intelligence de l'enfant, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais il y a un élément un petit peu déterminant qui va apparaître, c'est ce qu'on appelle la dysynchronie, qui est finalement des différences de synchronisation, de cohérence finalement entre les capacités cognitives, qui sont largement par exemple évaluées dans le cadre du QI, mais aussi le vécu scolaire, relationnel et personnel. C'est une caractéristique qu'on considère comme étant généralement vécue par les enfants à haut potentiel, mais pas forcément connue. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on va considérer que si on a un QI, donc c'est un score, il y a la compréhension du score, et c'est vrai que c'est très important que le professionnel qui va se passer le test psychométrique soit formé parce que, en fait, le score en lui-même ne dit pas grand-chose. En fait, il va effectivement permettre de situer un enfant sur la courbe de Gauss que vous avez vue tout à l'heure. En fait, il ne dit pas grand-chose parce que ça comprend. Il y a des sous-scores, des sous-domaines, c'est pareil, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais il y a quand même une notion qui est très importante qu'on développe de plus en plus parce qu'elle a sa pertinence, et notamment en termes de vécu de l'enfant au niveau personnel et au niveau scolaire, la question d'homogénéité ou d'hétérogénéité. Je vais faire un petit peu simple, au risque d'être un peu schématique. Les enfants qui ont un score homogène probablement ont plus de chances de mieux vivre leur potentiel. Sur l'hétérogénéité, on pourrait du coup supposer que ça va être difficile. Alors après, moi je vais m'attarder aussi sur les particularités, et il y en a. On va partir de généralité, et bien sûr, chaque enfant étant unique, chaque histoire étant unique, on ne va pas tout englober. On est là pour établir un peu un tableau de pistes de réflexion et de compréhension qui sont bien sûr ensuite à préciser. Alors moi je dirais que quand on a un QI plus élevé, c'est avant tout un atout, et même si ce n'est pas évident, et pour beaucoup ça ne l'est pas forcément, surtout quand il y a un décalage très important avec les autres, ça devrait en être un. Et si ce n'en est pas un, eh bien on va travailler, faire en sorte que ça en redevienne un. Mais effectivement, il ne faut pas non plus s'illusionner sur le fait que ça ne comporte que des atouts, et ça fait partie des idées reçues, être plus intelligent, en tout cas du point de vue de ce que les tests mesurent, ça a aussi des inconvénients. On a parlé de la compréhension, et je vais identifier quelques autres problématiques qui reviennent assez souvent. Je vais parler aussi des besoins spécifiques. Donc, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, des besoins spécifiques de l'enfant à haut potentiel auxquels, quand on est parent ou éducateur, on va avoir besoin de répondre à une partie du rôle éducatif parental. Et les enjeux éducatifs et aussi relationnels. Parce qu'évidemment, s'il y a des besoins spécifiques, si j'ai en face de moi un enfant qui a un profil particulier, il y a des enjeux dans la relation, les enjeux dans toutes les situations éducatives vont être vraiment spécifiques. Alors moi, je vous remets la courbe de route, mais en version schématique.
Ce n'était pas l'objet de ma présentation, mais je voulais quand même apporter quelques éléments. Donc effectivement, il y a des tests psychométriques qui permettent d'établir un quotient intellectuel. Alors la borne par rapport au potentiel est fixée effectivement à 130, 125, 130, sachant que c'est globalement dans cette borne-là, et que ça peut être de plus ou moins accentué. Je vais passer rapidement, la présentation de Caroline Lestat me semble très précise et ne nécessite pas de ma part de complément. Donc, moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qu'en fait, c'est vraiment la question de la norme. On établit un résultat, un score, à partir de ce qu'on considère comme une norme qui effectivement est établie par des statistiques. On va avoir une moyenne globale, donc un score par domaine, qui va chacun de ces domaines identifier et évaluer des capacités. Donc, par exemple, j'en ai donné quelques-uns avec des mots un peu plus digestes que ceux qu'on utilise vraiment dans les tests psychométriques, donc le raisonnement, le langage, la représentation, la logique, et bien d'autres. Ça, c'est globalement ce que ça peut mesurer. Mais effectivement, le QI ne mesure pas tout. Il a ses limites pour différentes raisons. Je ne vais pas non plus dans cette définition la limite des tests psychométriques, mais il est juste important de les connaître parce que l'enfant ne doit pas être limité non plus à ça. Et c'est important qu'il ne soit pas. Je prends juste l'exemple de ce qu'on connaît de mieux en mieux et qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, où effectivement les pas vraiment pris en compte et mis à partir, par exemple, socialisation, qui fait pour un certain nombre d'enfants défaut, justement. Donc cette dimension est pourtant aussi importante et elle fait partie du développement et du bien-être de l'enfant, donc ça sera important de vérifier comment on peut évaluer cette dimension-là d'une autre manière. Le QI est donc un indicateur, mais ce n'est pas une étiquette. Je n'aime pas, pour ma part, les étiquettes parce que je trouve qu'elles limitent quel que soit, on va dire, l'étiquette qu'on peut avoir, même si au départ elle est valorisante. Le problème de l'étiquette, c'est qu'elle est bien collée, qu'elle a du mal ensuite à se décoller. On a tendance à se définir finalement en fonction de cette étiquette. Puis les autres ont tendance à nous voir à partir de cette étiquette. Donc elle est limitante. Et on ne doit pas voir l'enfant à haut potentiel juste par rapport, par exemple, à une étiquette ou juste de cette particularité, d'autant plus qu'on dira qu'il y a beaucoup de disparités, de différences, de particularisme chez ces enfants. Il faut aussi savoir que le QI peut évoluer avec l'âge, mais aussi l'historique, l'expérience de l'enfant. Oui. Donc, d'ailleurs, certains enfants se font réévaluer. Parfois, ça peut être justifié, motivé par un certain nombre de contextes. On l'a vu parce que, voilà, là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être vous avez des questions, mais il est parfois pertinent, on va dire, de réévaluer et de refaire passer des tests de QI à un enfant, à un adolescent ou à un adulte. Donc, dans les spécificités, je vais commencer par une métaphore. Je trouvais que la fourmi, c'était assez représentatif d'un certain nombre de caractéristiques d'une enfant à haut potentiel. Alors pourquoi? Parce que la fourmi, elle est précise à la tâche. Elle est méticuleuse. Comme l'enfant à haut potentiel. Quand elle est à ce qu'elle fait, elle le fait avec précision. Et puis, la fourmi, elle est besogneuse. Elle n'a pas peur du travail, de se mettre au travail. Il y a juste une condition. C'est pas n'importe quel travail, parce que quelqu'un me demande de faire le travail, c'est parce que ça a du sens, et je vais revenir tout à l'heure sur la question du sens. Donc, il y a de la motivation. Et si je suis motivée, si la fourmi est motivée, et qu'elle a du sens dans ce qu'elle fait, eh bien, elle ne va pas ménager ses efforts et son travail à faire ce qu'elle veut pour obtenir le résultat attendu.
la fourmi, elle a le sens du détail. Alors, avec le petit versant qui parfois la rend un peu tatillonne. Voilà. Tu sais, tu devrais plutôt dire ça au lieu de ça. Hein. On va reprendre une expression, un mot, une approximation que du coup va déranger l'enfant à haut potentiel et va reprendre en disant voilà, c'est pas tout à fait exact là, ce que tu viens de me dire, ça devrait plutôt se dire de cette manière-là, ce qui peut pour quelqu'un qui n'est pas forcément à ce point-là le sens du détail peut être un petit peu pénible dans cette situation. Ça peut la rendre un peu exigeante par rapport aux autres, mais il faut savoir qu'en fait c'est une exigence qu'elle s'impose d'abord à elle-même. Puis la fourmi, elle est infatigable. Vous voyez, les petites fourmis, là, elles sont toujours en mouvement. Encore une fois, en ce qui lui plaît et en ce qui a du sens. Donc, elle peut épuiser beaucoup de ceux qui essayent de la suivre, de l'accompagner, de l'éduquer, de la prendre en charge, de lui enseigner, de la comprendre. Parce qu'en fait, elle fonce, elle avance. D'ailleurs, si elle n'avance pas, elle est très malheureuse. Si elle a un obstacle, elle va essayer de le contourner et elle met énormément d'ardeur, de passion à avancer. Mais effectivement, pas toujours simple et facile de la suivre. Donc elle va mettre beaucoup d'énergie, par exemple, pour apprendre tout sur le sujet de prédilection. Si c'est les dinosaures, c'est les dinosaures. Si c'est les chevaux, c'est les chevaux. Quel que soit le sujet, il y a vraiment une appétence pour vraiment couvrir l'ensemble d'un domaine. Alors une autre image, maintenant, on va parler du papillon, parce que effectivement, on l'a décrit juste avant, sur l'hypersensibilité et l'émotivité. Alors qu'est-ce que ça implique, cette hypersensibilité pour beaucoup d'enfants à haut potentiel? C'est déjà, en fait, comme le papillon, l'enfant à haut potentiel peut développer et étendre ses ailes qui peuvent l'emmener très très loin. Mais avant de devenir un papillon qui ouvre ses ailes, il y a tout un apprentissage qui fait qu'il peut y avoir des empêchements à ouvrir ses ailes. Et puis la deuxième caractéristique de ces ailes, qui effectivement, lorsqu'elles se déploient, c'est comme un être libre qui se laisse voguer au gré du vent. Et outre, on va dire, la métaphore un peu poétique, il y a de ça, si vous voulez, dans l'idée que s'il a tout ce qu'il faut à l'environnement et que ses ailes, effectivement, peuvent se déployer, l'enfant a au potentiel, il peut aller très loin. Mais c'est aussi une fragilité. Ce n'est pas des ailes en matière super solide, de toute façon il ne pourrait pas voler, c'était le cas. Mais c'est aussi parce que ces ailes qui sont exposées, la question de l'environnement va être déterminante. Donc, elles sont fragiles, elles vont du coup être extrêmement sensibles à tout ce qui va se passer autour. Du coup, quand l'environnement va être positif et porteur, eh bien, ça va décupler ses capacités. Mais si l'environnement est hostile, alors dans l'hostile on pourra mettre beaucoup de choses, mais je vais rester sur cette fonction de l'environnement qui n'est pas propice, on va dire, à son développement, eh bien, le papillon va se fragiliser et il va avoir du mal à voler, peut-être même être malheureux. Puis le papillon, il a une grande sensibilité qui va se manifester de différentes manières. Par exemple, il va vivre ses émotions, on en vit tous, sauf qu'il y a des gens, ça se voit, il y a des gens, ça se voit moins. Un enfant à potentiel, ça se voit. Ça se voit et ça s'exprime de manière qui va être caractérisée souvent par l'entourage comme disproportionné. Il est trop émotif. C'est trop. Tu ne peux pas être triste à ce point-là pour ça. Mais ça, c'est rien. Pourquoi tu te mets en colère autant? Pourquoi tu fais une crise pour si peu? Vous voyez, ce côté disproportionnel pour ceux qui le regardent. Alors, la sensibilité, elle va être aussi vécue d'abord de l'intérieur. C'est pas juste, d'ailleurs on le verra, ça c'est comme ça se voit, mais une émotion, elle peut être très intense et ça ne se voit pas autant que ça. En tout cas, il y a une question d'intensité.
que vous allez vivre, ce que la plupart des gens vivent, on va dire d'une manière dans la norme, eh bien, l'enfant à haut potentiel va le vivre d'une manière décuplée. Et c'est pas du cinéma, c'est vraiment qu'il le ressent. Donc, ça veut dire que tout ce qui va susciter les émotions va résonner très très fort en nous. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, je vais revenir après sur la question de la gestion des émotions qui va être déterminante et centrale d'un point de vue de l'accompagnement de ces enfants. La bonne nouvelle dans cette description, c'est qu'en fait, du coup, il peut être extrêmement enthousiaste et vivre des émotions très intenses aussi dans le positif. C'est vrai dans le négatif, c'est vrai dans le positif. Mais par contre, il y a une frustration, une déception, la moindre contrariété, le grain de sable qui vient dans sa logique, quand il est en train d'entreprendre, et c'est le drame. Donc en fait, il y a vraiment cet effet, moi j'appelle ça l'effet du grand 8. Et du coup, ça c'est une particularité dont on parlera pour pouvoir accompagner cet enfant dans une meilleure gestion du coup, de cette particularité. Ça peut du coup aussi l'amener, je devance un petit peu les répercussions dans le domaine familial ou social, une susceptibilité. Alors on va trouver que l'enfant est susceptible, il se vexe vite, il boude trop souvent, il se renferme pour pas grand-chose. Voilà. Donc ça c'est les comportements qui vont en fait traduire ce qui se passe pour lui. Un petit point de précision sur une idée reçue qui consiste à penser que quelqu'un qui vit une émotion très très forte, c'est forcément quelqu'un qui l'exprime très très fort. Dans le sens, tout le monde est au courant. Alors c'est vrai que dans la plupart des cas c'est ça. Il y a vraiment un lien quelque part entre l'intensité de l'émotion ressentie et l'expression, l'intensité de l'expression qui va aller avec. C'est-à-dire, je suis triste, je pleure, je crie, ça s'entend. Si je suis en colère, je peux claquer des portes, crier, dire toutes sortes de paroles qui sortent et qui sous le coup de la colère. Donc ça, c'est sans doute ce qui est plus fréquent. Mais j'attire votre attention sur le fait que parfois, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a d'ailleurs à ce sujet-là parfois un contexte qui a fait que les émotions n'ont pas forcément s'exprimer de cette manière-là. Elles peuvent être soit dissimulées, ou parfois même, et c'est plus inquiétant, réfrénées, ou ce qu'on pourrait dire réprimées. On va donc parler d'inhibition là, pour cette dernière particularité. Alors on en a parlé, je le redis encore parce que ça c'est vraiment alors non seulement une caractéristique qu'on va retrouver souvent et qui fait l'unanimité, j'ai envie de dire, dans la description de ces enfants, mais je vous en parle aussi parce qu'en fait c'est souvent de là que vont se déclencher tout un tas de problèmes relationnels, soit avec les parents, soit à l'école, avec les enseignants ou avec d'autres adultes. Parce que comme il a un sens accru de la justice et de la justesse, eh bien, pour lui c'est extrêmement important, c'est tellement important que ça devient le sujet le plus important à ce moment-là. Et que du coup, il ne peut pas passer à autre chose tant que cette question-là, elle n'est pas résolue. Et s'il a le sentiment, la perception qu'il y a quelque chose de pas juste qui se passe, soit qui le concerne, ou éventuellement, et là effectivement dans la dimension de je suis concernée par l'autre, dans l'altruisme, on en a parlé tout à l'heure, soit une injustice qui se passe devant lui, eh bien, il ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est juste ce qui n'est pas possible. Alors justement après, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire? Alors soit il a appris à savoir quoi faire, ou soit effectivement ça peut créer des soucis, parce que est-ce qu'il va savoir comment intervenir, est-ce que ça peut entraîner aussi des comportements où il va se mêler de sujets qui ne vont pas le concerner à proprement parler, où il va intervenir, il va manifester, il va se faire avocat, il va vouloir revendiquer, parce que c'est important de faire justice. Donc il peut se faire justicier. Mais c'est pas toujours bien
accepter. Et puis j'ai rajouté la justesse, qui est une notion un petit peu différente, parce qu'il aime les choses justes. Montrer une feuille avec un texte, vous pouvez être sûr que, en tout cas dans beaucoup de situations, le petit accent qui n'a pas été bien mis ou la virgule qui n'a pas été mise, la faute d'orthographe, elle va sauter aux yeux parce que, encore une fois, il y a le sens du détail, il y a le sens de la justesse. Puis quand il va parler, c'est pas des approximations, c'est le mot exact, quitte à réfléchir un peu à ce qu'il dit pour que ça corresponde vraiment à la réalité qu'il est en train de dire. Et l'enfant à haut potentiel peut être aussi souvent anxieux. Là, c'est pas forcément une généralité, dans le sens où peut-être vous en connaissez qui ne le sont pas, mais en tout cas pour ma part, j'ai souvent observé la correspondance entre l'anxiété, mais qui du coup il peut y avoir un terrain anxieux, donc l'enfant est un peu anxieux déjà au départ, puis du coup ça va s'amplifier parce que justement le contexte, ce qu'il vit, peut être compliqué avec des points de tension, de difficulté, ça va du coup rendre l'anxiété encore plus difficile à vivre. Alors une autre caractéristique qu'on a aussi identifiée, que je vais un peu reprendre, c'est la curiosité intellectuelle insatiable. L'enfant à haut potentiel, c'est peut-être le seul enfant qui se pose 1000 questions à la minute, mais sans jamais se prendre la tête. On dit souvent, ben, oh là là, arrête de te prendre la tête, arrête de te poser des questions. Voilà, l'enfant à haut potentiel, il aime ça, se poser des questions. Donc, au contraire, laissez-le se poser des questions. Permettez-lui de trouver des réponses. Même si pour la plupart des gens, poser 1000 questions à la minute, c'est une prise de tête plutôt pénible. Il a donc un besoin insatiable d'apprendre et d'accumuler des connaissances sur le monde, sur son fonctionnement. Après, ça peut être spécifique. Je disais tout à l'heure, il peut y avoir des passions, des thèmes vraiment dans lesquels l'enfant va énormément investir son intérêt. Et puis par exemple, se documenter et être hyper exhaustif sur tout ce qu'il va trouver sur un sujet. Et du coup, ça captive l'ensemble de sa soif d'apprendre, sa curiosité. Il va aller chercher toujours plus loin, toujours plus de connaissances sur ce domaine-là. Je dis souvent que si vous voulez faire plaisir si vous êtes parent d'un enfant au potentiel, mais que vous n'avez pas d'idée de cadeau pour le prochain Noël, offrez-lui une encyclopédie. Il y a de grandes chances pour que ça lui fasse plaisir. Et ça fait partie des rares enfants à qui ça fait plaisir, probablement, de recevoir une encyclopédie. L'enfant au potentiel a aussi besoin de comprendre le sens avant d'adhérer. Alors le sens, dans le sens de la signification, par rapport à l'adhésion, c'est-à-dire si il est devant un adulte qui lui demande de faire quelque chose, si l'enfant ne comprend pas pourquoi il doit le faire, ou pourquoi il doit le faire comme ça alors qu'on pourrait très bien le faire autrement, beaucoup plus vite, ou pourquoi on doit le faire maintenant alors qu'on pourrait très bien attendre pour le faire, etc., ça bloque, plus ou moins fortement. C'est soit ça bloque complètement, c'est je refuse, je bloque, je m'oppose et il est hors de question que ça se passe différemment que ce que moi je veux, parce qu'il y a l'envie et là encore pas le besoin de s'opposer, mais le besoin de faire que dans ma tête c'est tellement clair qu'il n'y a aucun justificatif parce que ça se passe différemment. Donc quitte à rentrer dans des négociations, à expliquer, à argumenter, à faire pression pour que j'explique et que je négocie. La négociation, c'est une compétence très importante quand on est parent d'un enfant au potentiel. Ça s'apprend. Il va argumenter, il va débattre, il va défendre en fait sa cause. Et il le fait très bien parce qu'il a une maîtrise du langage exceptionnelle. D'ailleurs, parfois, ça va laisser les adultes en face de lui assez démunis parce que en face, il n'y a pas forcément un adulte qui sait aussi bien argumenter. Ça laisse un peu la vie comme raballant, avec le sentiment que on a encore eu. Et
de ce point de vue-là, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de problématique comportementale, il y a une confusion qui est parfois faite entre le souci des choses justes et l'impression que s'il s'oppose au manque de respect à l'adulte, il lui donne une vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la perception que lui va avoir de pourquoi à un moment donné il refuse de faire de cette manière-là ou à ce moment-là ce qu'on lui demande, c'est pas perçu de la même manière pour celui, donc l'adulte souvent, qui donne une directive ou une consigne. Il va, je vous fais schématique, donc l'enfant il va avoir pour lui des motifs tout à fait justifiés de ne pas agir comme on lui demande, et donc il trouve que c'est juste de continuer à se positionner comme il se positionne. Il se dit juste que l'adulte n'a pas encore compris. Donc je lui ai réexpliqué en fait pourquoi je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas le faire, je voudrais le faire différemment. Et de l'autre côté, il y a souvent une association de attention, comportement opposant. Attention, enfant perturbateur. Attention, mise en cause de l'autorité de l'adulte. Attention, danger. Et donc, système de défense. Blocage de la relation, trouble de la communication, etc. On va y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, ça, je pointe, on va dire, quelque part, pour moi, un déclencheur qui va parfois, souvent, être à l'origine d'incompréhension et de conflits relationnels. Bien sûr, l'enfant à haut potentiel va beaucoup s'ennuyer et parfois être malheureux quand il n'est pas assez stimulé, nourri. On l'a déjà dit en amont, mais je le redis, c'est très important qu'il ait de la matière et qu'il puisse s'alimenter intellectuellement. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement la diaporama, vous avez bien sûr à droite un super-héros avec un super pouvoir, et puis à gauche vous avez le petit canard, le vilain petit canard. Donc ça représente quoi? Ça représente en fait le paradoxe qu'il peut y avoir, et là je vous parle plus du ressenti de l'enfant au potentiel qui va tour à tour, de façon plus ou moins longue, carrément un super-héros. Moi j'ai des pouvoirs que les autres n'ont pas. Alors, bien sûr, ça ne se passe pas de façon aussi schématique et évidente, mais en tout cas, même s'il ne le dit pas comme ça, souvent on va en fait repérer là quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on va appeler, ce que j'appelle l'ambivalence. C'est d'un côté, je suis quand même très contente d'avoir ça parce que disons, je me rends compte que j'apprends plus vite, je vois les avantages que ça peut avoir. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aimerais être comme tout le monde, parce que ce serait beaucoup moins fatigant, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Et en fait, vous allez avoir des phases où parfois ça va être beaucoup plus de ce côté-là, jusqu'à des comportements, parfois des vécus, jusqu'à la dépression parfois. Et puis dans l'autre côté, alors pareil, ça peut être aussi excessif, c'est que du coup, on va tomber dans une forme de mépris des autres. On va trouver parfois ça. Moi, je vais situer ça sur le baromètre de l'estime de soi. Là, c'est pas assez l'estime de soi, là, c'est beaucoup trop l'estime de soi. Là, je suis moins bien que les autres, là, je suis supérieure aux autres. Dans les deux cas, de toute façon, ça ruine mes relations sociales et relationnelles. Continuons un petit peu sur la personnalité et capacités cognitives de l'enfant. Alors, il apprend, il fonctionne différemment. J'insiste beaucoup sur ce mot parce que c'est à la fois très important et en même temps, ça ne donne pas beaucoup de clés pour dire mais du coup, si c'est différent, comment je vais faire pour moi qui ne fonctionne pas pareil pour comprendre. Il y a comme déjà une acceptation de cette idée-là, c'est déjà pas mal, de dire de toute façon, c'est pas la peine. Si je ne suis pas comme cet enfant, ça ne sert à rien que j'essaye de comprendre, je n'y arriverai pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir collaborer, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien pouvoir faire ensemble, mais il y a un moment, il y a une limite de compréhension. Parce que je n'apprends pas comme lui, et lui n'apprend pas comme les autres. Et effectivement, parfois, la manière dont il apprend lui échappe complètement. Ça peut ne pas forcément être un problème, si on ne lui demande pas d'expliquer comment il apprend ou de suivre une méthode d'apprentissage particulière. Parce que c'est ça parfois la difficulté, c'est qu'effectivement lui, il a un cheminement qui l'amène au résultat, et en fait la méthode et le raisonnement qu'on lui propose pour arriver au résultat, soit est complètement inadapté, n'a pas de sens pour lui, et donc du coup il est réfractaire. Donc il y a toute une notion de s'approprier cette
capacité d'apprendre différente et d'essayer de faire avec, alors, et pour l'enfant et pour l'adulte qui s'occupe de l'enfant. Si vous lui demandez d'écrire globalement une notion, c'est souvent le cas, et il est capable de vous dire très précisément, et là vous pouvez vous dire, voilà, il a bien compris le sujet. Maintenant, vous lui dites, voilà, il y a un texte, tu lis la leçon, puis tu me restitues mot à mot, c'est-à-dire c'est du par cœur le texte. Il peut être incapable de le faire. Dans le sens, là j'ai un avis un peu divergent sur la capacité de mémorisation, elle n'est pas forcément à la hauteur, on va dire, de l'apprentissage. Il peut avoir très très bien mémorisé globalement ce qu'il y avait à retenir parce qu'il estime que c'est l'essentiel, mais il va avoir laissé de côté ce qui lui semblait peut-être complètement inutile. Alors, ça lui donne le sentiment, ça, qu'effectivement on ne comprend pas et que vraiment il est assez seul, on en parlait de l'isolement, parce qu'il a quelque part raison quand il a le sentiment que personne ne fonctionne comme lui et comprend ce qu'il ressent. Autre chose, quand on lui redemande de faire la même chose qu'il sait déjà faire, il n'a aucun plaisir à le refaire. Pourquoi refaire un exercice alors que j'ai déjà compris? Ça n'a pas de sens, c'est pas juste, c'est ennuyeux, fatigant, je veux pas. Donc, il y a toujours cette notion d'avancer, de progresser, mais je dirais qu'il n'y a pas que les enfants au potentiel. Ça, c'est vrai dans tous les apprentissages, pour tous les enfants. Sauf que certains vont avoir besoin d'un peu plus de temps, mais refaites faire des choses, des notions que les enfants ont déjà intégrées, vous allez voir qu'ils vont très vite vouloir passer à autre chose. Et puis l'enfant au potentiel, il aime la complexité, parce qu'il fonctionne comme ça. Je disais tout à l'heure, un petit peu comme un réseau là, de différentes notions, puis là il y a des connexions qui se font, et en fait cette complexité, bien, lui, il est comme un poisson dans l'eau, dans une eau complexe, si je peux dire. Donc il aime la complexité, j'ai rajouté un terme qui multitâche, ou multicarte, qui lui plaît, qui n'est pas désarçonnant, qui quelque part contribue à compenser cette soif de pouvoir progresser à fond. Alors, quelques compléments à ce que je viens de dire. D'abord, il y a plusieurs formes de précocité, bien sûr par rapport au niveau de précocité, mais aussi par rapport au fait que ce soit homogène ou hétérogène. Que si il y a une précocité, par exemple, au niveau langagière, il peut très bien y avoir aussi, de la même manière, une difficulté à écrire. On parlait de dyspraxie, vous allez avoir un enfant qui a sauté de classe et puis qui va connaître déjà toutes les notions du programme de 5e, et puis vous lui demandez d'écrire un texte, et là vous êtes surpris d'avoir une écriture complètement disharmonieuse et difficile et brouillon. Ça peut tout à fait exister, d'ailleurs ça n'empêche pas du tout, ça n'est pas du tout dans le même registre. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, vous voyez, il y a vraiment des décalages qui peuvent parfois d'ailleurs mettre le doute et faire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on a peut-être dans les idées reçues l'idée que forcément un potentiel, il est au potentiel partout. Donc, la transmission génération, si vous avez un haut potentiel, peut-être que vous pouvez vous poser la question si ce n'est pas déjà fait. Qui de nous, papa, maman, l'est peut-être? En tout cas, si vous ne le savez pas, et beaucoup de parents ne le savent pas forcément, bien c'est peut-être le moment de se poser la question. Parce qu'accepter son potentiel si on l'est, ça aide aussi à accompagner son enfant et l'assumer. Parce que juste aussi un petit mot là-dessus, quand on va accompagner par exemple l'enfant, si on est parent mais qu'on n'a pas eu la chance d'être diagnostiqué, qu'on n'a pas eu un environnement porteur, il est probable que du coup on se sente en difficulté quand il va falloir accompagner son enfant. Donc je dirais que c'est presque en parallèle, il va falloir aussi quelque part assumer ce potentiel pour soi-même avant de pouvoir être capable de le faire pour son enfant. Donc chacun, bien sûr, a sa trajectoire qui lui est propre, et d'ailleurs l'environnement, ce qu'il va lui proposer comme solution, toute la dimension sociale, familiale, éducative, va être déterminante pour orienter finalement la trajectoire de l'enfant à un potentiel, qui est rarement linéaire. D'ailleurs, c'est souvent en correspondance avec le vécu relationnel, par exemple, à l'école, avec un enseignant. Alors si ça match,
ça fonctionne, puis tout d'un coup, si c'est conflictuel, ça le sera pas. Il peut être aussi maladroit avec ce qu'on appellerait les convenances sociales. Pourquoi perdre du temps à faire des trucs, des protocoles, ça lui passe un peu au-dessus, ce qui peut lui donner un peu l'impression d'être mal poli ou bien, encore une fois, parfois de s'opposer à l'adulte en disant mais il le fait exprès, il sait très bien qu'il faut faire comme ça. Mais en fait, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est... ouais, ça n'a pas grand intérêt. Donc du coup, ça complique parfois les relations sociales. Il y a des fragilités aussi qui peuvent se rajouter. Alors, je vais passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans l'exposé juste avant. Ce ne sont pas des caractéristiques, et je reviens effectivement sur la question du TDAH, donc cause de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, on n'est pas, tous les enfants au potentiel ne sont pas hyperactifs, c'est important de le redire, et que s'il y avait un quelconque risque, il faut vraiment se donner les moyens de diagnostiquer précisément parce que sinon effectivement faire l'erreur de diagnostic peut entraîner des complications qui peuvent avoir de graves conséquences. 3 idées reçues, 4 sur les enfants potentiels. Ils réussissent brillamment leur scolarité. Bravo. Ben non, c'est faux. Parce que ils le sont dans certains, ils réussissent brillamment dans certains cas, c'est vrai, heureusement, mais dans d'autres cas, échec scolaire peut être lié à haut potentiel. Et là, bien sûr, après, des éléments d'explication à cela. Deuxième idée reçue, ils se sentent toujours supérieurs en tout, par exemple, et aux autres, et ils sont supérieurs en niveau partout. Vrai ou faux? Non, on l'a dit oui, c'est faux parce que parfois ils se sentent pas du tout supérieurs, au contraire ils se sentent bizarres, ils se sentent étranges, notamment quand ils sont plus jeunes, on ne leur a pas dû expliquer de quoi il s'agissait. D'autre part, par rapport à l'hétérogénéité, ils peuvent se montrer finalement assez maladroits, par exemple dans le déplacement, voilà, tout ce qui va être déplacement dans l'espace ou coordination, mais par contre au niveau langage, d'autres matières, etc. Donc, est-ce que tous les enfants potentiels sont hyperactifs et agités? Non, bien de dire. Ils n'aiment pas avoir tort, ils répondent. Ouais, ça c'est un peu vrai. Ça c'est un peu vrai, puis du coup, là on touche du coup effectivement un peu un bouton déclencheur de certaines difficultés. Parce que avoir tort, ça veut dire relancer une étape. Si je suis arrivée à une conclusion qui est une fois, c'est vrai que je argumente, que je réfléchisse à nouveau, je raisonne, parce que voilà, il faut arriver à une. C'est pas satisfaisant pour lui de se dire ah ok, ben, j'ai tort, bon ben on passe à autre chose. Non, c'est pourquoi j'ai tort, et c'est sûr que j'ai tort, qu'il va argumenter. Alors quels sont les risques et problématiques maintenant relationnels et comportementaux? Premièrement, sentiment d'isolement, sentiment incompris par l'entourage, la sensation d'être bizarre et qui du coup peut l'entraîner par exemple à l'école ou dans des activités extrascolaires à se retrouver un peu tout seul. Et ça, c'est quelque chose dont il peut effectivement souffrir. Il a le sentiment, mais pareil, un peu confus, mais toujours pénible d'être à part. Et pourtant, dans beaucoup de cas, il a envie d'être comme les autres. D'ailleurs, certains enfants jouent très bien le camouflage en faisant en sorte de se faire accepter par les autres enfants et donc font tout, limite un peu de façon caricaturale, comme ce qu'ils pensent que les autres doivent faire, s'intéressent aux mêmes activités, juste pour être considérés et acceptés par les autres. Donc ce sont des enfants qui ont souvent du mal à se faire des amis, sauf si ce sont des amis qui leur ressemblent. Il a du mal donc du coup à trouver des camarades pour jouer aux mêmes activités qui lui plaisent, qui sont souvent du coup plus intellectuels, et à avoir le même humour que lui. Il est souvent le seul à rire, à trouver drôle certaines blagues qu'il va faire quand l'entourage est un peu décontenancé. Bien sûr, le sentiment d'isolement va être amplifié parfois par des impulsions, réactions à contrôler. Donc dans certains cas, en fait, il va avoir des comportements dont il se rend bien compte qu'elles n'étaient pas adaptées,
Puis du coup, ça lui donne une expérience de rejet en plus, parce que les autres n'aiment pas les autres enfants. Je parle, par exemple, les autres élèves dans l'école n'aiment pas les enfants qui sont trop différents, qui sont trop agressifs, trop impulsifs. Et du coup, ça peut l'enfermer dans l'isolement. J'avance un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite. Des difficultés relationnelles dont j'en ai déjà parlé. Il peut y avoir des troubles de la communication, l'effet yo-yo de l'estime de soi, les comportements opposants à l'adulte qui imposent sans expliquer. Rappelez-vous la notion de besoin de sens. Donc là, on va se heurter effectivement à des difficultés relationnelles. Un réel risque d'échec scolaire, ce que je préférerais appeler d'inadaptation scolaire, qui est vraiment réel, avec un sentiment effectivement d'étrangeté, de démotivation qui peut conduire certains à une déscolarisation ou à un décrochage psychologique, c'est-à-dire je vais à l'école mais en fait je ne suis plus vraiment. Je suis dans ma bulle, comme on l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages, donc une autre forme de début d'un décrochage. On peut aussi parler de comportements surprenants comme la difficulté à bien écrire, ça peut être surprenant, je le disais tout à l'heure, à mémoriser par cœur, à épeler, à suivre correctement les méthodes traditionnelles d'apprentissage parce que ce ne sont pas les méthodes qui lui sont familières et qui lui conviennent. Après, il peut y avoir des difficultés du côté des adultes qui sont réelles. Le sentiment qu'en fait l'enfant les teste, repère ses failles et puis justement il les pousse dans ses retranchements, les met en porte-à-faux. Certains adultes vont le vivre très mal. Plus l'adulte va être inconfortable dans la position, pire sera la sensation de mise en défaut. Là, le risque qu'il va y avoir, c'est un rapport de force entre l'adulte et l'enfant et éventuellement un blocage relationnel. Difficulté aussi par l'éducateur, être suffisamment stimulant, proposer des choses suffisamment stimulantes pour le rassasier dans sa soif d'apprendre. Ça peut être fatigant, ça peut être difficile parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre, et puis ça fait se remettre en question. Donc ça va être quelque part, ça demande de l'énergie d'adapter ses méthodes et ses façons de faire. Un autre grand écueil, en tout cas que moi j'ai eu l'occasion d'entendre assez régulièrement, de part et d'autre, d'ailleurs, on travaille à la fois avec des parents, mais aussi avec des enseignants, j'ai vu les retours des deux côtés. La communication elle est vraiment souvent difficile entre enseignants et parents, donc il y a une incompréhension et elle est vraiment mutuelle. Donc les uns ont l'impression qu'effectivement ils peuvent avoir un président, un sentiment que en fait on en charge que leur enfant, puis de l'autre côté il y a le sentiment que est-ce qu'on fait tout pour mon enfant, est-ce qu'on le protège, etc. Il y a beaucoup d'incompréhension pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer là, mais du coup ça peut créer du stress. Et au final, le premier qui en pâtit, c'est l'enfant. C'était ça le message que je voulais dire, même si c'est parfois compliqué de trouver des solutions pour s'entendre sur la manière de le faire. Que parfois, effectivement, si on ignore le potentiel, et si on ne sait pas comment s'y prendre, on peut très vite tomber dans des écueils et des erreurs. Et du coup, au lieu d'améliorer une situation, la compliquer. Les tensions à la maison, trois choses. Côté parents, effectivement, l'éducation n'est jamais simple ou acquise définitivement. On va mobiliser beaucoup de ressources, de créativité, d'efforts à comprendre. Côté enfant, parfois il a des attentes qui sont parfois déçues. Il a énormément besoin d'attention. S'il y a plusieurs frères et sœurs, ça peut parfois lui manquer, ou l'impression qu'il est mis de côté. Donc ça va parfois pas forcément le convenir. Et puis du côté des frères et sœurs, ça peut générer des conflits, des incompréhensions aussi, parce que dans une partie, il peut y avoir un enfant à haut potentiel à les autres, des grandes différences, et puis des rivalités, des jalousies qui peuvent être exacerbées dans la fratrie, mais là ça peut être encore plus fort. Je vais terminer par des pistes d'accompagnement de soutien au milieu familial et scolaire. L'idée, et je ne vais pas m'attarder parce que je crois que sur la table rouge, vous allez avoir la visibilité de développement sur ce sujet-là, mais qu'en fait, la notion de parcours adapté, parcours éducatif, quand je dis éducatif, c'est pas uniquement scolaire en fait, j'englobe vraiment l'accompagnement éducatif dans un sens très large qui a besoin d'être adapté au niveau des rythmes et des contenus,
avec plus de rapidité, plus de complexité. Une articulation école-famille, j'aimerais bien parce qu'elle me semble très importante, qui soit, j'ai mis non concurrentielle. C'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres pour l'enfant. Que le soutien d'un professionnel en dehors. Alors pour l'enfant, c'est vrai, on parle de l'enfant, mais moi je trouve que en fait c'est la famille tout entière qui est chamboulée et que donc on peut être parent et avoir besoin aussi de soutien par rapport à ça. Et d'avoir un environnement bienveillant dans l'éducation. Deuxième piste, c'est bien répondre à ses besoins, pouvoir aussi en reparler, donc tenir compte de son développement, un approfondissement, des compensations éventuellement, répondre à son besoin de connaissance et une accélération du développement. Autre piste que je vous propose, qu'on pourra en discuter, l'épanouissement de l'enfant qui prime par rapport à la réussite, parce que si on vise uniquement, je parle de la réussite scolaire, il vaut mieux essayer d'abord de réfléchir en termes d'épanouissement, qu'est-ce qui va être le plus confortable pour l'enfant, plutôt que qu'est-ce qui va faire qu'il réussisse mieux à l'école. Parce que je pense que l'un va engendrer l'autre. Deuxièmement, une cohérence éducative dans le couple, et là je parle du couple parental qui, je pense, a mis à rude épreuve quand effectivement il n'y a pas connaissance de ce potentiel et qu'en fait c'est important de faire équipe là à ce moment-là. D'autoriser son enfant à être enfantin et même à l'école, d'avoir des comportements enfantins qui ont l'air d'être complètement dissociés et différents de certains comportements qu'on trouve hyper matures. Donc ça peut être déconcertant, mais en même temps il a besoin aussi de continuer à être un enfant dans certains domaines. De trouver donc une entente et un compromis école-famille, et là, le dialogue me semble essentiel. Lui donner des moyens de faire de son potentiel un atout plus qu'une difficulté. D'arrêter aussi avec le complexe du parent d'enfant élevé. C'est pas du tout scientifique, vous allez pas trouver ça sur internet, c'est des expressions que j'ai trouvées pour dire, mais en fait, quand on entend, c'est difficile de parler de haut potentiel dans les conversations, on va dire, de sortie d'école ou entre amis, parce que soit on le dissimule, soit on le cache, soit ça peut être tout de suite perçu comme ah là là, c'est pas moi, on a parler de l'enfant qui fait ci, qui fait ça. C'est dommage parce que ça peut en fait entraîner du coup une attitude ambiguë et pas forcément aidant l'enfant à assumer pleinement son potentiel. Donc je dirais qu'en fait ça ne devrait pas être un sujet tabou, ni quelque chose dont on fait toute une démonstration, mais pas non plus en avoir besoin. Parce que des fois c'est un petit peu le cas. Il peut être néfaste sous prétexte de respecter une certaine égalité, effectivement, de vouloir freiner. Encore une fois, freiner l'enfant à haut potentiel, c'est le priver de quelque chose dont il a besoin. Donc, c'est une souffrance, on n'y penserait même pas. Si un enfant demandait de l'eau parce qu'il a très soif, ça ne viendrait pas à l'idée de lui dire non, écoute, parce que les autres n'ont pas soif, donc tu vas attendre que les autres ont soif pour boire. C'est un peu de cet ordre-là, c'est un besoin. Proposer des formations pour outiller les adultes, parents, faire de l'information comme aujourd'hui. Et puis, en termes de rôle, je trouve que les parents, parce que je pense qu'il y a une question de place dans le dialogue, encore une fois, avec la famille, c'est qu'il y a une piste, éventuellement, que je suggère, c'est qu'en fait, les parents soient des informateurs pour l'école. Parce qu'ils connaissent leur enfant, ils ont des situations, ils se sont documentés, ils ont déjà testé des choses, et ça peut aider, hein, sans vouloir faire à la place, sans vouloir donner des métiers, mais être plus informateur. Donnez-leur un foyer sûr, un refuge où ils sentent de l'amour, une acceptation sans partage qui englobe leur différence. Comme adulte avec un foyer sûr dans leur bagage, ils pourront avoir une vie à la fois productive et enrichissante. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention.